Et je vais maintenant demander à Juliette Le Gallo de me rejoindre. Juliette est doctorante à INRAE dans l'UMR Innovation à Montpellier. Et son thème de recherche, c'est l'adaptation de l'agriculture irriguée, et en particulier la viticulture, au changement climatique d'un point de vue économique. Bonjour Juliette. Juliette, vous êtes en Tarns depuis 1 an, après 5 ans à avoir travaillé au sein d'un bureau d'études sur l'évaluation de politique publique, et vous allez nous présenter des premiers résultats intermédiaires. Donc voilà, soyez pas trop frustrés, c'est le début de sa thèse. Donc avec vous, on va s'intéresser au sujet suivant, le développement de l'irrigation en Languedoc-Roussillon. Quels effets à l'échelle des exploitations? Merci Pierre pour cette introduction. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, le travail qui constitue mon premier volet de thèse porte sur une évaluation économique de l'irrigation à l'échelle des exploitations viticoles sur le Languedoc-Roussillon. Pourquoi est-ce que c'est un sujet intéressant? D'abord, dans la perspective du changement climatique et de raréfaction de la ressource en eau, il nous semble important d'avoir aujourd'hui un retour éclairé et objectif sur ces usages. Et on se place ici dans le contexte d'une évaluation de politique publique. Ces résultats ils permettront d'une part de contribuer aux analyses coûts-bénéfices des infrastructures d'irrigation, d'étudier notamment des stratégies d'adaptation au changement climatique. On va se placer dans une optique rétrospective pour venir éclairer la prospective. Et puis également d'étudier l'effet marginal de l'irrigation pour réfléchir à une équité des usages de l'eau. Je reviendrai sur ce point par la suite. On déroule ici une analyse qui porte sur le secteur de la viticulture, puisque c'est le principal secteur irrigué dans la région Languedoc-Roussillon, mais c'est également pour contribuer à des approches territoriales. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas uniquement est-ce qu'il faut irriguer la vigne, mais l'idée c'est plutôt de venir nourrir et éclairer le débat sur les usages de l'eau et leur valeur économique. Si on irrigue de la vigne, qu'est-ce que ça apporte aux exploitations? Et du coup, en connaissance de ces effets, quel choix on peut prendre en termes de politique de développement de l'irrigation dans le futur? À noter que cette thèse, elle s'insère dans un projet plus global qui est le projet Talanoa, mais je ne vais pas prendre le temps de le développer. Il y a un poster qui est affiché dans le hall et mes collègues seront là pour vous en parler plus en détail. Pour démarrer, rappeler quelques chiffres d'abord sur le développement de l'irrigation en Languedoc-Roussillon. Donc ça rejoint ce qui a été présenté tout à l'heure par Sébastien Chazot. On est passé entre 2010 et 2020 sur les 4 départements côtiers du Languedoc-Roussillon de 9% à 14% de surface agricole irriguée, ce qui correspond à 24 000 hectares de surface irriguée supplémentaires sur la période. Et 93% de ces nouvelles surfaces sont destinées à la culture de la vigne. Et puis on l'a vu, la demande d'augmentation, qui pourrait conduire à une augmentation de la surface est aussi portée par la vigne. Tout à fait. Et donc majoritairement, on a équipé ces surfaces en goutte à goutte. Et ce qui est intéressant, une échelle à laquelle on n'a pas encore, sur laquelle on n'a pas encore discuté aujourd'hui, c'est l'échelle de l'exploitation. En moyenne, par exploitation viticole irriguée, 42% de la surface de l'exploitation est irriguée. C'est-à-dire que le vigneron ou le viticulteur n'engage pas toutes ses parcelles de vignes sur l'irrigation? Pas forcément. On a certaines exploitations pour lesquelles c'est 100%, mais en moyenne, on est autour de 40%. Donc les ressources, comme on l'a dit tout à l'heure, peuvent provenir de l'eau du Rhône, notamment via le projet Aquadomicia, ou mobiliser des ressources locales. Pour aller un petit peu plus en détail dans la problématique qu'on se pose dans le cadre de ce travail, on a 3 grandes questions. On va d'abord se demander quel est l'effet global de l'irrigation sur les exploitations. Donc, est-ce que l'irrigation a permis un maintien des rendements, voire une augmentation des rendements? Et également, quels ont été les impacts sur le revenu des exploitations viticoles en termes de produits, en termes de charges et en termes de résultats d'exploitation? Deuxième type de question qu'on se pose, ça va être quel est l'effet marginal de l'augmentation des surfaces irriguées? Finalement, les exploitations où 100% de la SAU est équipée, est-ce qu'elles sont plus résilientes que les autres? Ou est-ce qu'on pourrait identifier une sorte de seuil à partir duquel on peut considérer que la production de l'exploitation est sécurisée? Et ce qui nous permettrait ensuite de réfléchir justement à une certaine équité dans la répartition des réseaux d'irrigation et de l'usage de l'eau sur les territoires. Une troisième question qui est également intéressante de se poser, c'est est-ce qu'on distingue des évolutions indirectes qui vont être liées à l'accès à l'eau, que ce soit en termes de diversification des productions, des débouchés, ou également à l'échelle de l'exploitation, en termes d'organisation du travail, etc.
Pour répondre à ces différentes questions, on déroule 2 types d'approches, une analyse quantitative et une analyse qualitative. Sur la partie quantitative, on a pour objectif de quantifier l'effet de l'irrigation, donc sur les rendements et sur le résultat de l'exploitation. On va parler d'effets moyens à l'échelle de l'exploitation et d'effets marginaux, c'est-à-dire en termes de surface équipée supplémentaire, qu'est-ce que ça peut représenter par grand type d'exploitation, puisque finalement, les exploitations viticoles du territoire, elles sont assez diverses, on va le voir par la suite. Pour cela, on mobilise différentes sources de données, le recensement agricole, les déclarations fiscales, le casier viticole informatisé qu'on agrège pour avoir une sorte de panorama sur les exploitations du territoire. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on utilise des méthodes d'appariement qui nous permettent de comparer des exploitations irriguées à des exploitations non irriguées qui ont des caractéristiques similaires pour éviter tout ce qui va être lié à des biais de sélection ou autres. Pour la partie qualitative, donc on déroule une enquête à partir de cet été pour comprendre les raisons de l'accès à l'eau et qualifier les effets de l'irrigation, puisque finalement les chiffres nous disent des choses, mais ils ne nous disent pas tout. Et à notre sens, le qualitatif ne peut pas être déconnecté du quantitatif. Et donc c'est l'objet du stage de Nina Dagalier qui est présente aujourd'hui et qui va dérouler des enquêtes à partir de mai jusqu'au mois d'août 2023. Alors des premiers résultats intermédiaires, notamment sur le premier volet quantitatif. Tout à fait. Des premiers résultats qui sont pour l'instant plus descriptifs que vraiment analytiques. Donc je le disais, on a vraiment une diversité d'exploitations sur le territoire. On en a au total 16 000 qui sont de caractéristiques variées, une majorité de coopérateurs et surtout des petites exploitations, de moins de 15 hectares. Mais on a également des caves particulières sur le territoire. Et puis des caves particulières qui ont également une partie de leur production partant en coopérative ou vendant au négoce. Et sur le territoire aussi, 200 récoltants qui vendent l'entièreté de leur production au négoce. Donc tout ça pour dire qu'on a vraiment une hétérogénéité dans les cas qu'on va observer sur le territoire, ce qui ne nous permet pas aujourd'hui de dire voilà, l'irrigation, elle a un bénéfice de temps sur l'ensemble des exploitations, ça n'aurait pas de sens, d'où l'intérêt de dérouler une analyse qui va être plus précise par grand type d'exploitation. Si on s'intéresse à l'accès à l'eau, en croisant du coup les données du recensement agricole et du casier viticole informatisé, on se rend compte qu'on a 4400 viticulteurs dans notre base de données qui ont des surfaces irriguées. Et l'irrigation, elle est plus développée chez les coopérateurs qui produisent de l'IGP ou du vin sans IG, qu'il s'agisse de petites surfaces, donc moins de 15 hectares, ou de plus grandes exploitations. Et elle est également assez développée dans les grandes exploitations de plus de 50 hectares en cave particulière. À l'inverse, on a peu d'irrigation chez les viticulteurs en AOP, notamment les coopérateurs avec des petites surfaces, ce qui peut s'expliquer par plusieurs raisons, notamment les cahiers des charges des AOP qui même s'ils s'assouplissent, restaient assez restrictifs, et puis également la localisation de ces exploitations qui n'ont soit pas forcément besoin d'eau, soit ne sont pas propices au développement d'irrigation. Également, la quasi-totalité des exploitations qui accèdent à l'irrigation, elles le font par des réseaux collectifs, mais on a sur cet échantillon 300 viticulteurs, donc 6% des irrigants, qui ont un ou plusieurs approvisionnements complémentaires, notamment par le biais de forage ou de retenue collinaire. Et c'est surtout des grandes exploitations en cave particulière, pour lesquelles on suppose qu'elles ont des capacités d'investissement plus importantes qui leur permettent d'y avoir recours. Donc, comme vous pouvez le voir, les raisons du recours à l'irrigation et les effets qui en découlent, elles diffèrent selon les exploitations. Et donc, comme je le disais dans la diapo précédente, ce qui montre l'intérêt de dérouler une analyse par grand type d'exploitation, que je n'ai pas encore faite, donc je n'ai pas de résultats définitifs à présenter là-dessus. Mais donc, j'ai des premiers résultats qui sont vraiment à prendre comme préliminaires et descriptifs. C'est une simple comparaison qu'on a réalisée entre les surfaces des exploitations irriguées et non irriguées. On a pris les déclarations fiscales qui nous donnaient des informations sur le produit brut des exploitations, par type d'exploitation, qu'on a croisé avec les données du recensement et donc de surface irriguées et non irriguées par type de production, donc en distinguant le bio et le non bio, le vin sans IG, l'AOP et l'IGP. Et en distinguant également les coopérateurs et les caves particulières, puisqu'ils ont des structures économiques qui sont complètement différentes. Ce qui nous permet de calculer une différence de produits par hectare entre les surfaces irriguées et non irriguées par type de production, mais ce qui ne nous donne absolument pas une indication sur l'effet causal de l'irrigation. On ne sait pas si même cette différence, la rentabilité. Là, on est sur le produit. Rentabilité des réseaux. On ne sait pas si cette différence, elle est strictement due à l'irrigation ou si elle vient aussi du fait que peut-être les exploitations qui sont irriguées étaient de base plus productives ou sont situées dans des territoires où il est plus simple de produire. En plus, on l'a uniquement réalisé pour l'instant sur les données de 2020 et ça mériterait aussi d'être élargi à différentes périodes puisqu'on est peut-être sur une année particulière.
Voilà, donc je serais ravie de discuter avec vous si vous avez des questions ou des suggestions pour venir améliorer cette analyse. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Juliette. Donc il y a des enquêtes en cours. Juste quand est-ce qu'on aura les résultats des enquêtes qualitatives qui vont compléter ces résultats descriptifs quantitatifs? On met un petit peu la pression. On va mettre un petit peu la pression à notre Nina. stagiaire. Donc, le stage de Nina terminera en septembre, donc on aura sûrement dire mi-septembre, octobre. Et donc c'est le moment d'aller voir Juliette et Nina pour proposer que des questions soient intégrées au travail d'enquête. J'imagine que notamment Sébastien Chazot aura peut-être un intérêt à venir éclairer ce travail par des résultats antérieurs produits par BRLI.